Sachant qu'ils avaient un rendez-vous à honorer au large des côtes du Japon, la flotte britannique du Pacifique a mis le cap sur les chantiers navals australiens. Leur tâche principale était de réparer l'usure et les dégâts causés par les kamikazes sur les porte-avions. Le Formidable s'est vu retirer 3 de ses panneaux de blindage du pont, car le kamikaze avait malheureusement frappé exactement à la jonction des 3. 2 d'entre eux ont été emmenés à une grande presse hydraulique, redressés au marteau, puis réinstallés. Mais le dernier était un peu plus déformé d'une manière assez complexe et intéressante, et il avait aussi subi des dégâts dus au feu, donc il a été mis au rebut, et une plaque de remplacement a été fabriquée à partir de 2 couches d'acier de 3,5 cm d'épaisseur chacune. Pendant que cela se passait, sa machinerie a également été révisée, mais beaucoup plus de travail était nécessaire sur Indomitable, principalement pour réparer son arbre d'hélice central. Divers autres navires avaient aussi des défauts mineurs et de petits dégâts qui ont été réparés, alors que Sydney grouillait littéralement d'ouvriers des chantiers navals et de marins en permission. Il y avait aussi une sorte de présage de ce qui allait arriver, puisque le porte-avions léger HMS Pioneer était arrivé. Il était équipé comme un porte-avions de maintenance aéronautique, tout comme Unicorn. Pioneer était l'un des plusieurs porte-avions de la classe Colossus qui était en train de traverser différents océans pour rejoindre la flotte britannique du Pacifique. Puisque la prochaine étape des opérations devait se dérouler au large du Japon, la chaîne logistique nécessitait également quelques ajustements, notamment déterminer quel itinéraire les approvisionnements emprunteraient pour passer de l'Australie à la ligne de front et dans quelle mesure il serait nécessaire d'agrandir les installations en Australie pour faciliter cela. Il y avait un autre domaine d'amélioration concernant précisément le type de fourniture qui serait emportée. Grâce aux opérations précédentes, on avait une vue plus réaliste de ce qui était utilisé et à quelle vitesse. Ainsi, les articles qui avaient auparavant été expédiés en grande quantité, mais qui se sont avérés rarement utilisés, pouvaient être réduits. D'autres articles presque épuisés ou absents pouvaient remplir l'espace libéré dans les cales du train logistique de la flotte. Cela serait encore facilité par la décision de simplifier le nombre de variantes des différents articles qui seraient embarqués. Dans la mesure du possible, autant de standardisation que raisonnable devaient être mises en place. L'arrivée de plus de navires de ravitaillement et la rationalisation de la flotte logistique, rendue possible par de nombreuses coques de Victory Ships, améliorèrent la situation. Comme expliqué dans la vidéo précédente sur la flotte britannique du Pacifique, cela permettait à l'avant des lignes d'approvisionnement d'utiliser un navire plus standardisé et moderne. Certains anciens navires atypiques de la flotte logistique, auparavant non spécialisés, pouvaient désormais servir de navette entre les bases de l'échelon arrière. De plus en plus de pilotes arrivaient progressivement, mais la RAF, c'est-à-dire la Royal Australian Air Force, a prêté main forte. Comme la plupart des combats s'étaient éloignés des côtes australiennes, et bien sûr, avec la fin de la guerre en Europe, il y avait pas mal de pilotes expérimentés de Spitfire de la RAF qui pouvaient assez facilement passer au pilotage des Seafire. En sélectionnant les volontaires les plus expérimentés, la Fleet Air Arm allait rapidement obtenir un précieux groupe de pilotes vétérans, qui allaient à leur tour constituer le noyau de la force de porte-avions de la Marine royale australienne. Dans l'après-guerre, bien que leur formation de conversion ait fini par occuper la majeure partie de ce qui restait de la guerre, bien sûr, ils ne le savaient pas à ce moment-là. Certains des aviateurs expérimentés de longue date de la flotte ont également été renvoyés en Australie pour former le noyau d'un groupe aérien embarqué de réserve, une idée qu'ils avaient reprise de la marine américaine. Cela permettrait, en théorie, à un porte-avions opérationnel, mais dont le groupe aérien était épuisé, de simplement les remplacer et de retourner rapidement sur le front avec une nouvelle équipe de pilotes, au lieu d'attendre que son groupe aérien se repose et récupère. Au moment où la flotte était prête à reprendre la mer, le train d'escadre avait gonflé pour atteindre un total d'environ 150 navires, dont environ 2 tiers étaient des navires de ravitaillement et 1 tiers des navires d'escorte. La présence de sous-marins britanniques augmentait également. La flotte de l'Est recevait de plus en plus de sous-marins au milieu et à la fin de l'année 1944, principalement en raison de l'absence presque totale de cibles de la Kriegsmarine en mer du Nord et dans les environs. Pendant l'absence de la flotte britannique du Pacifique, les Japonais ont été provoqués autour de Sakashima. La 8e flottille de sous-marins s'était déplacée vers les lignes de front, s'installant aux Philippines autour du navire-dépôt de sous-marins HMS Maidstone.
Au début, le port était assez austère, et les conditions à bord du Maidstone étaient à peine meilleures que l'enfer, car il était complètement surchargé lorsque divers équipages de sous-marins montaient à bord pour se reposer. Mais il s'est avéré que cela pouvait être rapidement résolu, car certains membres de l'équipage ont informé une bande errante d'abeilles de mer sauvages à proximité que, entre autres, le navire transportait près de 60 000 bouteilles de bière australienne. Presque du jour au lendemain, une partie de la jungle côtière disparut dans un nuage de copeaux de bois et un camp de repos et de détente apparut comme par magie, pour la grande joie de tous les intéressés. Cet effort sous-marin porta rapidement ses fruits. Les sous-marins britanniques, souvent plus petits et avec une portée moindre que les grands sous-marins américains, sauf pour les derniers modèles de la classe T, cette taille plus réduite les rendait en réalité mieux adaptés à la chasse. Les eaux côtières moins profondes, où les gâteaux et les balaos devaient faire preuve d'un peu plus de prudence, comblaient ainsi une faille dont quelques navires japonais courageux profitaient. Parmi ces différents succès figurait l'embuscade contre le croiseur lourd japonais Ashigara, qui a été traqué par le HMS Tranchant. La classe T, dont faisait partie le Tranchant, avait été conçue spécifiquement pour ce type de mission de chasse aux navires de guerre, et bien que, par rapport au premier sous-marin de classe T, le Tranchant ait eu 2 tubes externes au milieu du navire tournés vers l'arrière, il pouvait toujours lancer une salve initiale d'au moins 8 torpilles de 21 pouces grandeur nature. Comme il y avait relativement peu d'autres navires japonais dans la région, le commandant Heslett à bord du Tranchant lança toute sa salve avant. L'équipage de l'Ashigara aperçut les torpilles entrantes au tout dernier moment, mais, exactement comme prévu, ce tir groupé de torpilles ne laissa aucune chance d'évasion. Et l'Ashigara encaissa 5 impacts en succession rapide, coulant en moins de 20 minutes et emportant avec elle plus de 1300 hommes, principalement des soldats en route pour Singapour. Il y avait aussi toute une escadrille de X-Craft qui est arrivée. Il s'agissait de mini-sous-marins équipés de puissantes charges de démolition de chaque côté. Ils étaient prêts à partir à la chasse aux navires capitaux japonais. En effet, c'était leur spécialité. La plupart des navires capitaux restants de la marine impériale japonaise étaient maintenus au port, en partie par manque de carburant et en partie parce que les Japonais voulaient les conserver pour une grande attaque finale lors de l'invasion attendue des îles principales. Mais les équipages des X-Craft furent déçus lorsque les Américains réitérèrent leur exigence, selon laquelle tous les navires capitaux japonais relevaient entièrement de la compétence de la marine américaine. Ils entreprirent alors diverses opérations spéciales. À la place, ils sectionnèrent les principaux câbles télégraphiques reliant les possessions japonaises en Asie du Sud-Est, ce qui força ces régions à communiquer avec le Japon par radio. Et bien sûr, les transmissions radio pouvaient être interceptées et déchiffrées. Ils décidèrent aussi que, puisque les croiseurs lourds n'étaient pas techniquement des navires capitaux, ils allaient s'en prendre à eux également, réussissant à éventrer le Takao et à le laisser échouer au fond du port. Certes, ils visaient le Myoko, mais il s'est avéré qu'il était à l'intérieur du Takao, alors ils se sont attaqués au Takao à la place. Des sous-marins peseurs de mines spécialisés et quelques navires peseurs de mines spécialisés ont également contribué à mettre en place le blocus de mines autour du Japon. Mais à la fin juin 1945, la flotte britannique du Pacifique a navigué pour rejoindre l'amiral Halsey et la 3e flotte. Avec la force principale composée des porte-avions formidables, Victorious, Implacable et Indefatigable, avec 4 porte-avions d'escorte servant de navires de ravitaillement en avion et un autre porte-avions d'escorte, le Ruller, escortant le train de la flotte. Les porte-avions de maintenance Unicorn et Pioneer soutenaient la force pour réparer les avions, tandis que la flotte retournait à Manus pour se réapprovisionner, avec l'Indomitable restant en arrière pour retrouver 4 autres porte-avions, tous de la classe Colossus, qui étaient en route vers l'Australie depuis le Royaume-Uni. L'Illustrious rentrait au Royaume-Uni pour des réparations plus importantes après qu'il a été découvert que l'explosion d'une bombe kamikaze qui avait atterri à proximité. Les opérations précédentes avaient fragilisé plusieurs réparations semi-temporaires. Elles avaient eu lieu quelques années plus tôt après son bombardement par la Luftwaffe en Méditerranée. Divers exercices ont été organisés en remontant vers la côte japonaise et, de façon appropriée, le 4 juillet 1945, l'amiral Rawlings a signalé que la Task Force 37, comme on l'appelait dans le jargon américain, était prête à entrer en action. L'amiral Rawlings fut alors dûment invité à monter à bord du cuirassé Missouri, qui était le navire amiral de l'amiral Halsey, dès que possible afin de discuter des plans en cours.
Les deux flottes ont rejoint mi-juillet la force opérationnelle des porte-avions rapides, réduite à 3 groupes après les pertes dues aux kamikazes. Rawlings s'est alors vu offrir 3 choix par Halsey. Il pouvait opérer à proximité de la 3e flotte, ce qui impliquerait généralement d'attaquer les mêmes cibles ou des cibles adjacentes à celles que la marine américaine visait. Il pouvait opérer de manière semi-indépendante, peut-être à 80 ou 110 km de distance, ou il pouvait opérer de façon totalement indépendante, ce qui signifierait bien sûr attaquer ses propres cibles d'opportunité. Rawlings a choisi la première option, rester avec la 3e flotte, car cela permettait la plus grande concentration de force. La force et l'interopérabilité entre les flottes. Cela signifiait également que la flotte britannique du Pacifique pouvait détacher ses unités les plus lourdes pour aider au bombardement côtier. Et certaines forces des porte-avions britanniques, comme les taux de montée impressionnants des Seafires en alerte, la mission de défense et la robustesse des porte-avions. Si les kamikazes apparaissaient et pouvaient être attirés vers eux, cela multiplierait l'efficacité globale de toute la force. Halsey était plutôt satisfait de cette décision, car elle correspondait exactement à ce qu'il voulait pour la flotte britannique du Pacifique. Ainsi, la force combinée se dirigea vers la côte japonaise avec la Task Force 37, qui, comme nous l'avons dit, est le nom donné à la flotte britannique du Pacifique par la marine américaine, positionnée à l'extrémité nord de la formation. Plusieurs navires d'escorte, destroyers et croiseurs britanniques furent envoyés rejoindre leurs homologues américains dans l'anneau de défense extérieure. Un véritable spectacle aérien miniature eut lieu lorsque les deux flottes firent décoller leurs avions qui tournoyèrent autour des navires adverses, pour s'assurer que tous les artilleurs anti-aériens aient au moins une idée de l'apparence réelle de tous les différents avions alliés. Le 17 juillet, la flotte combinée commença à lancer ses premières attaques. Le temps n'était pas idéal, surtout au-dessus des cibles les plus au sud, ce qui signifiait que, le premier jour, la flotte britannique du Pacifique a en fait frappé 2 fois plus de cibles que la marine américaine grâce à une couverture nuageuse moins importante dans leur zone d'opération. Divers avions japonais, des pistes d'atterrissage, quelques navires côtiers et quelques trains furent tous détruits en échange de la perte de 5 avions, dont 3 réussirent à atteindre l'écran d'escorte allié avant de s'abîmer, permettant ainsi aux pilotes d'être rapidement récupérés. Au fil de la journée, le temps s'est détérioré et les vols ont donc été annulés. À la place, le King George V est allé manœuvrer avec l'Iowa, le Wisconsin, le Missouri, le North Carolina et l'Alabama. Bien que le temps de plus en plus mauvais ait obligé à effectuer les bombardements principalement à l'aide du radar plutôt qu'en repérage visuel, la visibilité limitée a également empêché l'utilisation d'avions de repérage. Avec un effet proportionnel sur la précision, le grand nombre de tirs manqués, curieusement, a fini par s'avérer bénéfique. Un très grand nombre d'obus tirés sur différentes usines ont complètement manqué leur cible et ont explosé à la place sur des routes, des voies ferrées et des maisons voisines, toutes situées dans la ville environnante de Hitachi, dont l'entreprise tire son nom. De nombreux ouvriers n'ont pas pu se rendre au travail le lendemain car ils devaient s'extraire des décombres de leur maison ou parce que les moyens de transport avaient été transformés en cratères fumants. Et donc, lorsqu'un raid de bombardiers incendiaires B-29 a couvert la zone, eh bien, avec des bombes incendiaires, de façon assez surprenante, beaucoup d'ouvriers n'étaient pas à l'usine. Et sans assez de personnes pour combattre les incendies, la majeure partie de la zone industrialisée a alors rapidement brûlé jusqu'au sol, ce qui a interrompu la production là-bas pendant un bon moment. Ce n'était pas la première fois qu'un bombardement de la Royal Navy sur la côte japonaise ratait sa cible principale et produisait des effets inattendus, mais il est étonnant que cela soit arrivé 2 fois. Alors que le mauvais temps persistait, Halsey a simplement décidé que, puisque les forces sous son commandement étaient assez mobiles, il suffisait d'aller naviguer là où le temps n'était pas aussi mauvais. Après avoir navigué vers le sud, des cieux dégagés ont permis de lancer des frappes le 18 contre des aérodromes près de Tokyo. 2 autres avions britanniques ont été perdus et il est vite apparu que la flotte britannique du Pacifique avait été envoyée sur ces cibles car tous les avions américains étaient déjà engagés ailleurs. Le cuirassé Nagato, qui avait été repéré non loin de là à Yakusa, et la marine américaine était toujours très déterminée à ne pas donner à l'aviation embarquée de la flotte la chance de commettre une erreur et de céder à la tentation d'attaquer un navire de guerre japonais. Il s'est avéré que le Nagato avait été amarré de telle manière qu'il était pratiquement impossible de le torpiller, alors ils ont dû se résoudre à le cribler de bombes. Le mauvais temps persistant et s'étendant a poussé tout le monde à décider de partir ravitailler et réarmer plus tôt, et ce n'est que le 24 que les opérations aériennes ont repris.
Cette fois, les Britanniques ont attaqué les aérodromes autour d'Osaka, le port et la navigation dans la région. Cela visait aussi à libérer les pilotes de la marine américaine chargés de poursuivre d'autres navires capitaux japonais repérés à Kure. Le destin s'en est mêlé. Les Avengers de la flotte britannique du Pacifique ont repéré le petit porte-avions Kaiyo en mer et, faute de mieux, ont choisi de le frapper mortellement. Ils ont également coulé 2 navires d'escorte de type D, qui étaient des navires de la taille et de la vitesse d'une corvette, mais avec un armement similaire à celui d'une frégate. Ils ont aussi détruit plusieurs petites embarcations côtières. Les attaques contre l'aérodrome ont également réussi à incendier un nombre considérable d'avions japonais, sans aucune perte pour les pilotes britanniques. Les frappes du lendemain coûteraient un Avenger, mais ensuite, le mauvais temps rattrapa de nouveau la flotte. Certaines frappes furent annulées, mais la patrouille aérienne resta en vol, ce qui fut bénéfique car, au coucher du soleil, 3 groupes ennemis furent détectés sur le radar. La patrouille de combat aérien du Formidable intercepta le premier groupe, composé de 4 bombardiers torpilleurs, 3 furent abattus, le dernier s'enfuit. Des chasseurs de nuit américains équipés de radars dispersèrent le deuxième groupe et le troisième décida que l'opération semblait une mauvaise idée et fit demi-tour sans combattre. Avec le mauvais temps qui s'installait à nouveau, les forces combinées décidèrent de repartir se ravitailler et se réarmer, Halsey profitant de l'occasion pour tenir un autre briefing à bord du Missouri. Le 28, une nouvelle série de frappes aériennes fut lancée. Celles-ci visaient diverses cibles à l'extrémité est de la mer intérieure et elles causèrent beaucoup de dégâts. Mais cette fois, les Japonais opposèrent également une résistance assez ferme, coûtant à la flotte britannique du Pacifique 8 avions. Tous les membres d'équipage, sauf 2, ont été récupérés, car la plupart des avions, bien que gravement endommagés, ont pu rejoindre la flotte avant un amérissage contrôlé. Les forces américaines ont perdu 27 autres appareils lors de ces affrontements. Le 29, le roi George V est parti pour une autre mission de bombardement combiné, et cette fois, la visibilité était excellente, ce qui lui a permis de toucher une usine d'hélices dès la première salve à un peu plus de 20 milliards. Elle fut ensuite rejointe par le Massachusetts, et leurs tirs combinés provoquèrent ce que l'on a décrit comme des incendies agréablement visibles. Gardez à l'esprit que ces navires se trouvaient à plus de 11 miles de distance, cela devait être un feu sacrément impressionnant. D'autres cuirassés américains ont ensuite fait exploser une usine de trains et une voie ferrée. Le 30 juillet, tout le monde a lancé des attaques visant la navigation dans la baie de Nagoya, la flotte britannique du Pacifique revendiquant une frégate et la marine américaine plusieurs navires marchands, les 2 parties ayant également coulé de nombreuses petites embarcations. Cela s'est fait en échange de la perte de 3 avions du côté britannique. Le ravitaillement a ensuite été quelque peu compliqué par de longues vagues de haute mer qui annonçaient l'arrivée d'un typhon. Heureusement, au 1er août, la mer s'est calmée à nouveau, car le typhon avait apparemment décidé de se diriger vers l'ouest du Japon. Néanmoins, sa zone d'effet sur la mer signifiait que Halsey a décrété que les frappes ne reprendraient pas avant au moins le 5 août. Ensuite, on disait que le mauvais temps risquait de continuer et donc cette échéance a été repoussée au 8, alors tout le monde a décidé de prolonger la période de ravitaillement et de réapprovisionnement. Mais l'amiral Rawlings a ensuite été secrètement informé que la véritable raison de ce second report au 8 n'était pas liée au mauvais temps, mais plutôt à l'utilisation imminente de la bombe atomique et au désir de garder la flotte bien éloignée de la côte, au cas où il y aurait des effets secondaires inattendus. Les essais Trinity avaient montré qu'on n'allumerait pas toute l'atmosphère de la planète avec une arme nucléaire, mais il semble qu'il subsistait encore certaines inquiétudes concernant d'éventuels effets secondaires spectaculaires, même s'ils étaient un peu plus limités. Hiroshima a bien sûr été frappé le 6 avec des frappes de porte-avions prévues pour le 8, mais elles ont ensuite été annulées car il s'est avéré que de véritables nuages bas gênaient effectivement les opérations ce jour-là. Le 9, des bombardements côtiers et des frappes aériennes ont été lancés contre des cibles dans le nord du Japon, alors même que Nagasaki, au sud, était frappé par une seconde bombe atomique. C'est également ce jour-là que le lieutenant Gray de la réserve de la Marine royale canadienne, pilotant un corsaire depuis le HMS Formidable, allait recevoir la dernière croix de Victoria de la guerre. Sa force de frappe a été dirigée vers une cible d'opportunité que l'on pensait être un destroyer, mais il s'est avéré que c'était un escorteur ou une frégate, selon la façon dont on la classe. Dans tous les cas, elle s'appelait l'Amakusa.
En tête de l'attaque, son avion a été touché par un tir antiaérien nourri et a lui-même pris feu. Mais Gray a maintenu sa trajectoire, reconnaissant très probablement qu'avec son moteur qui rendait rapidement l'âme, il n'allait jamais pouvoir sortir de cette attaque. À la place, il a largué l'une de ses bombes de 500 livres, l'autre ayant été arrachée par les tirs, à bout portant avant que son avion ne dépasse le navire et ne s'écrase en mer. Au prix de sa propre vie, Gray a assuré la destruction de l'Amakusa avec un coup direct parfaitement placé au centre du navire. Ce jour-là, au total, 44 avions japonais, 2 navires de guerre, dont le Yamakusa, plusieurs installations au sol et une multitude de navires côtiers ont tous été détruits en échange de la perte de 7 avions et de 5 pilotes. Une série de bombardements côtiers ont été menés ce soir-là avec plusieurs croiseurs britanniques rejoignant la force de bombardement américaine. Les Soviétiques ont également déclaré la guerre et les ordres pour la flotte ont donc été modifiés. Au lieu de retourner à la base pour se ravitailler, se réarmer et se réparer en vue des opérations soutenant l'invasion du Japon, d'autres frappes ont été ordonnées pour préparer le nord du Japon à une attaque russe prévue. Cela posait problème car le train logistique de la flotte avait déjà commencé les préparatifs pour rentrer. Mais le 10 d'autres frappes ont bien été lancées, avec la perte de 6 avions en échange du coulage de 2 autres navires de guerre, la destruction de nombreux objectifs au sol, d'une demi-douzaine de navires marchands côtiers et de quelques autres avions ennemis venus s'opposer. Au total, les pertes japonaises en avions ont été estimées à environ 720 par les planificateurs alliés lors de ces frappes d'août menées par les flottes britanniques et américaines. La plupart des avions, bien sûr, ont été détruits au sol, mais quelques-uns ont également été interceptés en vol et abattus. Maintenant, un autre typhon était prévu, celui-ci passant à l'est, et donc les attaques prévues pour le 12 ont été annulées et le 11 devait être consacré au ravitaillement. Pendant cette période, Halsey et Rawlings ont amené leurs navires amiraux de chaque côté du pétrolier USS Sabine, ce qui a permis une autre réunion privée. Les 2 amiraux s'accordèrent à dire que la guerre finirait dans quelques jours. Et depuis, la Royal Navy, comme la marine américaine, avait épuisé leurs forces de pétroliers en restant pour un cycle de ravitaillement supplémentaire. Comparé à leurs prévisions, plusieurs de leurs navires devront retourner à la base pour permettre aux autres de rester au large jusqu'à l'arrivée de nouveaux pétroliers. Puisque le temps entre la cessation théorique des hostilités et la reddition formelle effective était alors inconnu, Rawlings a choisi de garder King George V, Indefatigable, Gambia et Newfoundland, ainsi que Dick's Destroyer avec lui. Le cuirassé Duke of York et 2 autres destroyers devaient les rejoindre depuis Guam avec l'amiral Fraser à bord. Cette force considérablement réduite, ainsi que les navires américains restés sur place, se mirent alors en route pour lancer des frappes autour de Tokyo le 13, malgré, à ce stade, l'acceptation théorique par les Japonais des conditions de reddition alliées. Ce jour-là, près de 2 douzaines d'avions japonais approchèrent la flotte, principalement un par un ou par petits groupes de 2. Tous furent alors interceptés et abattus, sans aucune perte du côté allié. À la fin de la journée, cependant, une série de messages plutôt amusants fut échangée entre Halsey et Rawlings. D'abord, il y eut une demande américaine de préparer 2000 hommes pour des groupes de débarquement armés, à laquelle il fut répondu qu'avec les forces réduites dont ils disposaient, il n'y avait qu'environ 1500 fusils et autres armes légères disponibles. Cela fut suivi d'une clarification indiquant que le premier message contenait une faute de frappe et que Halsey voulait en réalité dire 200 hommes, puis Rawlings demanda s'il était possible d'augmenter un peu ce nombre, car le premier message avait suscité pas mal d'excitation. Halsey accepta immédiatement et doubla sa demande à 400 hommes. Le 15, une nouvelle série d'attaques eut lieu. Cette fois, un véritable combat aérien éclata lorsque 2 zéros furent repérés sous la formation d'attaque. Cela fut correctement évalué comme une force de diversion destinée à éloigner l'escorte, car une douzaine d'autres zéros furent bientôt repérés arrivant beaucoup plus haut. Cependant, à ce stade de la guerre, le Seafire était de loin le meilleur avion. Bien qu'il y ait eu 50% de chasseurs japonais de plus que de Seafire, les Britanniques ne perdirent qu'un avion abattu à cause d'une radio défectueuse qui empêcha le pilote d'être averti de l'attaque. Le reste des Seafire a ensuite abattu 4 zéros de façon certaine, avec 4 autres probablement abattus, et ils n'ont subi aucune autre perte.
Avec un pilote poussant son moteur à pleine puissance, exploitant sans pitié son avantage de près de 600 chevaux sur les zéros, pour engager une paire d'entre eux avec son seul avion dans un combat tournoyant acharné, dans lequel il a complètement surpassé et abattu les deux avions ennemis, en partie simplement en conservant son énergie, tandis que les avions japonais perdaient progressivement la leur grâce au rapport puissance-poids nettement supérieur du Spitfire. Un Avenger a été gravement endommagé par un Zéro qui a réussi à passer les avions d'escorte et a été contraint d'amérir près des navires alliés, son équipage ayant été récupéré. Mais le pilote de Seafire abattu, Fred Hockley, a subi un sort particulièrement cruel. Il a survécu à son éjection de l'appareil endommagé et, malgré l'ordre de reddition de l'empereur diffusé ce même jour, des officiers japonais, après l'avoir entendu, ont tout de même décidé de le tuer sans autre forme de procès. Heureusement, les officiers qui ont donné cet ordre ainsi que celui qui l'a exécuté ont été retrouvés après la guerre et ensuite soit exécutés, soit emprisonnés pour ce crime de guerre, selon le niveau de responsabilité attribué à chacun par les tribunaux. À 11h00 le 15, toutes les frappes ont été annulées après l'acceptation par le Japon des conditions de reddition alliées et la diffusion de l'empereur. Bien que plusieurs autres attaques isolées aient eu lieu dans l'après-midi, toutes ont été abattues. Ainsi, la flotte était prête à faire face à tout autre intrus indésirable conformément aux ordres de Halsey en les abattant de manière amicale. Rawlings a rappelé que, même s'il risquait encore des attaques, étant officiellement en paix, il pouvait commencer à abandonner les schémas de camouflage. Il a poursuivi en envoyant un signal à l'amiral Fraser pour lui demander quelle nuance précise de gris était désormais appropriée pour la flotte. Halsey, lui, s'était tant habitué aux Britanniques que, peu après avoir diffusé son discours de victoire, il a également donné l'ordre « Splice the main brace », qui bien sûr était la commande pour distribuer une ration supplémentaire de rhum avant de devoir la modifier pour tous les commandants de groupes opérationnels, sauf ceux des groupes américains. Bien sûr, pour les officiers américains servant comme agents de liaison à bord des navires britanniques, il aurait été impensablement impoli de ne pas participer aux coutumes locales. Le 16, Halsey a rapproché toute la flotte pour une série d'opérations à grande vitesse qui ont offert d'excellentes occasions de prendre des photos, ce qui était bien sûr tout l'objectif. Dans cette opération, ils furent rejoints par le HMS Duc d'York, qui avait fait un petit détour sur sa route pour visiter Guam, où l'amiral Nimitz a été intronisé dans l'ordre du bain, pour lequel l'amiral Fraser avait rapidement inventé une tradition sur place pour le récipiendaire dudit ordre du bain être abreuvé de grog dans chacune des salles des officiers ou des carrés, en commençant par les quartiers de l'amiral et en terminant dans le mess des officiers mariniers. Après avoir rendu un Nimitz complètement saoul à son état-major pour qu'il veille sur lui, ils avaient mis le cap sur la côte japonaise, arrivant 4 jours plus tard pour la séance photo. Après d'autres manœuvres pour des séances photos, le Dixet Fraser se rendit sur le Missouri, où Halsey fut fait chevalier-commandeur de l'Empire britannique. Mais comme l'investiture se déroulait sur un navire américain, il n'y eut pas l'occasion de tester les limites d'alcool de l'amiral américain. Le 20, la force de débarquement fut appelée à embarquer sur des destroyers d'assaut américains. Entre-temps, cette force de 400 hommes avait mystérieusement augmenté pour atteindre pas moins de 536 personnes lors du décompte final. Une alerte au typhon a retardé les opérations de quelques jours, et Halsey a décidé de profiter du 22 pour organiser un survol massif composé de pratiquement tous les avions opérationnels de la flotte alliée. Et puis, le 23, le Duke of York et le Missouri, accompagnés d'une escorte minimale de destroyers, commencèrent à ouvrir la voie dans les eaux territoriales japonaises. Entre de nouvelles alertes au typhon et diverses opérations de déminage, la flotte avançait assez lentement vers ses objectifs. Mais les navires britanniques ont profité de ce délai pour terminer la remise en peinture, ainsi que le décapage de diverses parties en laiton et leur polissage minutieux. L'amiral Rawlings a donné l'ordre que tous les navires arborent au moins 2 grands pavillons blancs en entrant dans les eaux japonaises, bien que les navires du Commonwealth soient autorisés à remplacer l'un d'eux par leur drapeau national. Enfin, le 29, le Missouri et le Duc d'York sont entrés dans la baie de Tokyo, suivis peu après par Nimitz à bord de l'USS South Dakota. Dans les jours suivants, le reste de la flotte est arrivé, dont le destroyer Whelp avec Philip Mountbatten à bord. Je me demande ce qu'il fera plus tard.
Le 2 septembre, il y eut bien sûr la cérémonie officielle de reddition et, dans la plus pure tradition britannique, malgré tous les efforts de l'équipage du Missouri, l'amiral Fraser est reparti avec le stylo qu'il avait utilisé pour signer sa partie des documents concernés. Et ce soir-là, le HMS Duc d'York a hissé les pavillons de toutes les marines alliées sur les mâts principaux et les drapeaux de toutes les nations de l'Empire britannique et du Commonwealth sur son mât de misaine. Puis, au coucher du soleil, tous les pavillons ont été amenés et enfin, la White Ensign a été descendue pour la toute première fois à bord d'un navire de guerre britannique en mer depuis presque exactement 6 ans. Pour le cuirassé lui-même, mis en service pendant la guerre, c'était en fait la toute première fois qu'il faisait cela en mer, puisque pendant les temps de guerre. Dans la Royal Navy, la White Ensign n'est jamais descendue tant qu'un navire est en mer, avec de l'eau sous sa quille. La guerre était officiellement terminée, mais il restait encore beaucoup de travail à accomplir. En plus de localiser et de récupérer les prisonniers de guerre sur le continent japonais, il y avait de nombreux territoires contrôlés par les Japonais en dehors des îles principales où des redditions individuelles devaient être organisées. Les nouveaux porte-avions légers Colossus ont été très utiles dans cette tâche. Ils étaient arrivés le lendemain du jour où les Japonais avaient indiqué qu'ils se rendaient effectivement. Le HMS Glory fut envoyé pour accepter la reddition de Rabaul et de la région environnante, tandis que diverses autres forces de la flotte britannique du Pacifique se dirigeaient vers Hong Kong, Singapour et plusieurs autres endroits. Il y avait une certaine tension concernant la question de Hong Kong, car les Britanniques étaient déterminés à le reprendre, ainsi que toutes les autres colonies que les Japonais leur avaient prises, mais Hong Kong était un centre névralgique du commerce et donc très important pour les plans britanniques d'après-guerre. Mais les États-Unis ont déclaré qu'ils s'opposaient à la reprise du colonialisme et ne voulaient pas qu'ils le reprennent, alors qu'au même moment, les États-Unis formalisaient leur réoccupation des Philippines, mais mieux vaut ne pas trop en parler. Alors qu'il y avait une impasse à 3 entre les Britanniques, les Américains et les nationalistes chinois, qui voulaient eux aussi prendre Hong Kong, toute l'affaire a finalement été résolue par l'ancien secrétaire aux colonies, qui y avait été détenu prisonnier depuis décembre 1941. Il s'est simplement rendu au bâtiment du gouvernement, a déclaré qu'il reprenait le contrôle et a ordonné aux responsables japonais de partir, puis il a hissé l'Union Jack. À ce moment-là, devant ce qui était en quelque sorte un fait accompli, tout le monde a fini par se mettre d'accord en disant « Acceptons simplement ce statu quo sur le terrain, car cela signifie moins de risques de conflit. » Ainsi, une flotte de navires de la Royal Navy est alors arrivée pour officialiser la situation avec des avions du HMS Vénérable, un autre porte-avions de classe Colossus nouvellement arrivé, qui ont dû attaquer un trio de bateaux suicides ayant tenté de se diriger vers la flotte depuis un mouillage caché, où quelques centaines d'autres ont rapidement été découverts, bien que ceux-ci n'étaient pas équipés d'équipage. Alors que les territoires repris aux Japonais l'étaient, il ne restait que 2 missions à la flotte britannique du Pacifique. La principale visait à rapatrier les prisonniers de guerre libérés et les dizaines de milliers de militaires désormais autorisés à rentrer chez eux. C'était l'équivalent des missions américaines Magic Carpet. Pour cela, les porte-avions avec leurs grands hangars et ponts d'envol étaient jugés idéaux. Cela offrait également l'occasion de s'occuper de l'autre tâche, réduire la facture de guerre du Royaume-Uni. Selon les termes du prêt-bail, tout matériel de guerre fourni par les Américains devait être payé ou restitué aux frais des Britanniques à la fin de l'accord, sauf bien sûr s'il avait été perdu au cours des opérations de combat. Or, l'accord arrivait maintenant à expiration. Puisque la guerre était terminée, un grand nombre de Hellcats, Corsair et Avengers, qui quelques semaines auparavant étaient des outils précieux dans l'offensive alliée, furent mis au rebut sans ménagement. Criblés de trous, ils étaient ensuite jetés par-dessus bord depuis divers porte-avions britanniques, certains effectuant des allers-retours répétés vers l'Australie afin d'atteindre des eaux plus profondes et d'y balancer une nouvelle cargaison. À court terme, ces avions seraient remplacés par des Barracuda, des Seafire et des Firefly, bien que quelques Corsair aient également été conservés. Ceux-ci resteraient en service jusqu'à l'arrivée de nouveaux avions britanniques pour les remplacer. Ainsi, la flotte britannique du Pacifique a commencé à se réduire progressivement. Bien qu'elle soit restée techniquement en existence jusqu'en 1948, lorsqu'elle a été renommée la Station de l'Extrême-Orient, la majorité de son activité, et bien sûr toute son activité en temps de guerre, était désormais terminée.
C'est donc ici que nous allons également laisser notre histoire, car le récit des différents voyages de rapatriement effectués par les flottes du Pacifique américaine et britannique mérite vraiment une vidéo à part entière qui sera réalisée à un moment donné dans le futur. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour toute question sur la cale sèche.